BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Claire Sergent. 12h21 sur BFM Business. Un an après la déflagration dans le port de Beyrouth, rien n'a changé au Liban. Le pays traverse toujours l'une des pires crises depuis 1850 selon la Banque mondiale. Nous sommes en ligne avec Farid Araktaji. Vous êtes le secrétaire général de la Chambre des commerces franco-libanaises et le président du fonds de dotation France-Liban. Bonjour. Bonjour Madame Sergent. À l'instant, on l'apprend, cette déclaration du président, la stratégie du pourrissement des responsables politiques libanais est une faute historique et morale. Il a raison, le président, de dire ça? Il a raison depuis un an qu'il prend la parole sur le Liban. C'est ce que je vous avais dit l'année dernière quand j'avais été invité à cette occasion-là. Malheureusement, il ne suffit pas de faire des déclarations, il faut passer à un moment donné à l'action. Et on pourra en parler. Emmanuel Macron, justement, il avait donné rendez-vous aux Libanais dans un an. Il avait dit on sera là, on ne vous lâchera pas. Aujourd'hui, il organise à nouveau une conférence internationale avec les Nations Unies pour récolter des fonds. Alors, on va en venir aux fonds dont on a besoin, mais est-ce que c'est le rôle du président français dans la mesure où il n'y a toujours pas de gouvernement au Liban? Que peut faire le président français? Que peut faire la solidarité internationale? Écoutez, il faut apprendre les leçons de l'histoire. Depuis 1516, le Liban est sous mandat, soit formel, soit de facto. On a eu droit aux Ottomans, aux Anglais, aux Américains, aux Égyptiens, aux Palestiniens, aux Syriens et aux Iraniens. Sur tous ces mandats, un seul fut bienveillant envers l'ensemble de la population, c'est-à-dire pas un côté plutôt que l'autre. C'est le mandat français qui a été là entre 1920 et 1943. Ça prouve quoi? Ça prouve que les Libanais, finalement, aussi intelligents qu'ils soient à titre individuel, ne sont pas capables réellement, collectivement, de se gouverner sans finalement un petit peu d'ingérence, voire davantage. Donc c'est la raison pour laquelle qu'il y ait une prise en main internationale, mais comme on le fait aujourd'hui de façon moderne, c'est-à-dire avec un mandat un peu onusien et avec des conférences poussées par les autorités les plus bienveillantes vis-à-vis de la France, vis-à-vis du Liban, au premier rang desquelles il y a clairement la France. Et à l'instant, Emmanuel Macron annonce encore 100 millions d'aides directes au Liban et 500 000 doses de vaccins. Alors qu'il faut le rappeler, il y a déjà eu des fonds qui ont été décidés lors des précédentes conférences internationales. Le 9 août de l'année dernière, on avait décidé d'envoyer 257 millions au Liban. Là, 280 millions d'euros. Mais pour quel bilan aujourd'hui, en fait, toutes ces aides? Écoutez, le bilan, c'est que le Liban continue à vivre. Alors, il vit sous perfusion, parce que si on regarde les grands chiffres, nous sommes dans un pays quasiment en faillite. Le PIB en 2018 était de 53 milliards. L'année dernière, en 2020, il était de 30 milliards. Cette année, on l'estime entre 20 et 25. Vous avez une dette publique qui a explosé, bien entendu, avec ce PIB qui a diminué. Elle était à 150%, on était déjà troisième mondial. Là, on est record mondial avec 330%. On a un taux de change de la livre libanaise par rapport au dollar qui a été totalement effondré. On est passé d'un dollar à 1500 livres juste avant la crise, donc il y a moins de 2 ans, à un dollar à 20 000 livres aujourd'hui, c'est-à-dire 92% de réduction. Vous avez un salaire médian moyen qui était à 630 $, il est à 60 $, c'est-à-dire 10% de ce qu'il était hier. Et vous avez donc finalement un taux de pauvreté qui aujourd'hui est à 55% et qu'on estime pour l'année 2021 à 70%. Taux de pauvreté, c'est-à-dire 2 $ par jour. On parle d'un pays qui a été à un moment donné qualifié de Suisse du Proche-Orient et qui aujourd'hui est en quasi-faillite. Alors oui, les aides que nous avons reçues permettent de maintenir un petit peu la tête au-dessus de l'eau. En fait, on a du mal à imaginer comment sortir de cette crise monétaire qui s'annonce un peu sans fin. Vous le disiez, il y a plus de 50% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, alors que depuis la démission d'Hassane Diab il y a un an, il n'y a toujours pas d'exécutif, il n'y a toujours pas d'organe de décision sur place, donc c'est très difficile de mettre en place une reconstruction. Alors, c'est très vrai, c'est extrêmement difficile et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez qu'on passe immédiatement aux solutions, il y a une solution à court terme et puis il y a une solution à moyen terme. À court terme, on a 3 urgences. On a une urgence qui s'appelle l'urgence électrique. L'électricité du Liban fournissait juste avant la crise 21 heures de courant sur 24, c'est déjà défaillant.
mais que ça faisait 21 sur 24. Aujourd'hui, elle donne moins de 4 heures par jour. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'aller acheter de l'électricité comme dans les pays les plus faillis du monde auprès de générateurs privés et donc illicites, sauf ceux qui ont un moteur localement. La deuxième urgence après l'urgence électrique, c'est évidemment un filet social. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Banque du Liban subventionne tous les mois à hauteur de 500 millions de dollars 3 matières premières qui sont d'urgence, qui sont nécessaires. Par ordre alphabétique, c'est la farine, les médicaments et le pétrole. Or, l'essentiel de ces 500 millions part en contrebande. À gauche, à droite, je ne vais pas citer où ils partent, mais ils partent ailleurs. Et il y en a une partie, évidemment, qui sert à la population. Il faut arrêter les subventions et aider le peuple libanais à pouvoir effectivement continuer à s'approvisionner pour pouvoir survivre. D'où le filet social. Deuxième urgence. Troisième urgence, c'est juste maintenir la cohésion de l'armée. Je rappelle que quand il y a eu la fameuse guerre de 75 à 90, il y a eu à un moment donné un effritement de l'armée. Il est important qu'aujourd'hui cette armée reste cohésive. Mais tout ça, c'est que du court terme. Ça ne permet pas d'imaginer le long terme. Le moyen et le long terme. Donc le moyen et le long terme, moi je pense effectivement qu'il faut impérativement avoir une prise en main internationale. Emmanuel Macron, au nom de la France, fait ce qui est nécessaire. Lui seul ne pourra pas. Il faut impérativement qu'il soit secondé, qu'il y ait un effet de levier avec les Américains et plus largement au niveau onusien. Et puis, il va y avoir en fait 5 points importants. Il va y avoir des élections législatives l'an prochain. Il faut qu'elles se tiennent. Deuxièmement, il faut une réforme politique. Est-ce que finalement, les Libanais veulent de ce pays comme patrie définitive et sous quelle forme? Il y a un troisième point qui est un programme de grands travaux de réformes économiques avec le FMI. Il y a un quatrième point, c'est le boost des exportations. Si vous me laissez le temps, je vous dirai ce que nous, Chambre de commerce, faisons sur ce thème-là. Et dans tous les cas, une nécessité de bonne gouvernance, de bonne gouvernance, de bonne gouvernance. Alors justement, j'en profite parce que le FMI a conditionné une aide monétaire un peu plus importante au Liban à la nécessité d'avoir un gouvernement sur place pour piloter ça. Juste un dernier mot, très rapidement. On a tous un symbole quand même en tête, c'est le port du Liban qui était la porte d'entrée de tous les investissements. Aujourd'hui, un an plus tard, on en est toujours à déblayer les débris. Alors, sur le port, je voudrais vous dire deux choses. Les destructions sont très imposantes, surtout quand vous les regardez. En revanche, 90% des portiques de déchargement des porte-conteneurs sont toujours fonctionnels. Mais il n'y a pas de maintenance, c'est-à-dire s'ils tombent en panne, c'est l'horreur. Et puis, il y a une concurrence qui arrive, évidemment du port de Tripoli qui est au nord du Liban, mais surtout du port de Haïfa qui est en Israël, maintenant que Israël a des relations politiques, économiques avec un certain nombre de pays de l'Interland. Donc voilà, à moyen terme, c'est quoi la solution? Il y a aujourd'hui une alternative qui est proposée. D'un côté, une solution à minima d'un consortium allemand avec un port un peu limité et une opération immobilière. Et de l'autre côté, un projet de Beyrouth égale le port de la Syrie et du Liban. C'est clairement ça qu'il faut pousser, avec des constructions d'infrastructures ferroviaires et routières. Donc il y a quelque chose à faire au niveau du port, mais à court terme, pour les besoins à court terme des gens, il fonctionne. Il est fonctionnel aujourd'hui, à condition qu'effectivement il puisse y avoir un peu de trafic, mais ce n'est qu'une solution à court terme. Il faut impérativement penser à la solution à moyen et long terme.